Il est 13h tout de suite, les titres de ce journal. 16 janvier 1977, 16 janvier 2020, il y a exactement 43 ans que le Bénin, République populaire d'alors, a connu une tentative de putsch. Un rappel des faits ayant marqué cette journée vous sera fait dans ce 13h. Bientôt la reconstruction et la modernisation des marchés à Rangbo et Wando, la municipalité de Porto Novo a procédé à la remise officielle des sites devant abriter les infrastructures. Puis, séance de travail entre le préfet de l'Atlantique et les membres des coopératives d'aménagement rural. Elle précède à une double assemblée générale prévue pour aujourd'hui. Je l'annonçais en titre, le 16 janvier 1977, la République populaire du Bénin a été victime d'une agression de mercenaires. Mais le pire a été évité de justesse grâce à plusieurs facteurs que vous découvrirez dans l'élément à suivre. Un rappel des faits signé Patrick Diossou. Dimanche 16 janvier 1977, 7h-16. Un avion DC-7 se pose à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport de Kadiaou à Cotonou, en République populaire du Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. 7h du matin, de l'avion au moteur encore vomissant, débarquent êtres humains et caisses mystérieuses. Des caisses dont le contenu sera découvert après. Un armement de fort calibre et des documents fort calibrés. Les humains, ce sont des Africains et Européens, mercenaires armés jusqu'aux dents, musclés jusqu'aux gencives, drogués jusqu'aux mâchoires. Les premiers coups de feu retentissent, branle-bas de combat. L'opération Crevette vient ainsi d'amorcer sa phase très pratique. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission. Éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. Chef de l'opération. Gilbert Bourgeot, Henri Thomas, Saïd Mustapha Madjou, Moganga. Une seule et même personne se cache derrière ces noms. Robert Denard, dit Bob. Un mercenaire français, impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, souvent au service de la France post-coloniale. La guerre, c'est la guerre. Si tu tues pas, t'es mort. Ce célèbre baroudeur lance son commando de mercenaires sur les points névralgiques du pouvoir en place. Le camp militaire Guézo, situé en pleine ville, le palais de la Marina, résidence présidentielle, et la télévision nationale, au siège collé à la nouvelle maison de la radiodiffusion. Mais l'ancienne maison était toujours opérationnelle. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Telko a tonné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Premier facteur d'échec de l'attaque, l'appel vibrant lancé à la voix de la révolution par le grand camarade de lutte, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, président de la République, chef de l'État, chef du GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, qui a poussé à la riposte populaire. Deuxième vecteur de chute pour l'assaut, les civils armés de coupe-coupe, de machettes, de roues, de haches ou de pioches, sortis de leur maison pour tenir tête aux envahisseurs. Troisième tracteur de défaite des assaillants. En vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes, des soldats nord-coréens présents à Cotonou ont prêté main forte à l'armée béninoise, déterminée à en terminer avec les mercenaires qui se retrouvent en terre minée. Près de 3 heures de combat, 10 heures, Bob Denard lance un repli stratégique vers l'aéroport. Stratégie radieuse pour ces premiers soldats qui sautent dans l'avion aux hélices encore vombissantes. Mais stratégie hideuse pour une dizaine de mercenaires blessés
abandonnés à leur sort. Le seul assaillant survivant, c'est lui, le Guinéen Ba Alpha Umaro. Lorsque l'avion est parti, je suis allé me camoufler dans un buisson et j'avais sur moi mon fusil et des chargeurs. Et c'est là que je suis allé. Lorsque les hommes sont arrivés, j'ai levé tranquillement les bras et je me suis constitué prisonnier. Ils sont au nombre de 7. Ces Béninois victimes de l'agression temporaire. La place érigée en leur mémoire est baptisée Place des Martyrs, puis rebaptisée Place du Souvenir. Un souvenir livré aux intempéries. Et ça, c'est une autre histoire d'agression temporelle. Voilà, merci à Patrick Djossou pour ce récit. Remise officielle par la municipalité de Porto Novo des sites devant abriter très prochainement 2 marchés entièrement reconstruits et modernisés. Il s'agit des marchés Arangbo et Wando. Brice Hongbo et Guillaume Avienou pour les détails. Jour de marché à Arangbo, un marché secondaire de la municipalité de Porto Novo. C'est ce lundi que la municipalité remet officiellement au ministère du cadre de vie les sites devant abriter dans les 15 prochains mois les marchés modernisés de Arangbo et de Wando pour le grand bonheur des usagers des 10 marchés. Des marchés de Porto Novo inscrits dans le lot 2 du projet de construction et de modernisation de 35 marchés locaux décidés récemment en Conseil des ministres. La première phase qui concernait 9 marchés à Cotonou a été lancée et le ministre du cadre de vie pour le développement durable a lancé le projet le 12 décembre dernier. 2 anciens marchés très fréquentés de Porto Novo sont concernés par le projet, Arangbo et Wando. 2 infrastructures marchandes qui vont subir une métamorphose sans précédent à la faveur de ce projet initié par le gouvernement du Bénin révélé 3 ans plus tôt. Aujourd'hui, dans nos marchés, nous avons des hangars. Nous avons des marchés qui ne sont pas suffisamment assainis. Nous avons des marchés où nous avons déficit de nombre de places. Nous avons aussi des marchés où, quand il pleut, quand le soleil est là, la pluie et le soleil tapent. Pour le conseil municipal, c'est le soulagement surtout pour le fait que les marchés à Arangbo et Wando soient retenus. Le marché central de Porto Novo était l'un des plus grands marchés de la sous-région. On venait depuis le Sénégal à se ravitailler ici à Porto Novo. Mais depuis l'indépendance, Porto Novo a été abandonné, le marché a été abandonné et tout se meurt. Mais grâce à un homme de vision, Porto Novo est en train de connaître sa renaissance. À l'instar des marchés à Arangbo et Wando à Porto Novo, les marchés Rundro à Abomey, Kokokodi à Abomey-Calavi, Guéma à Parakou et le marché central de Djougou sont concernés par le projet. Les berges lagunaires de Cotonou bientôt assainies. Première phase de cette opération, la libération de l'espace. Jadis sous l'emprise d'une occupation illégale, cette zone géographique va changer de visage. Tracteurs et marteaux font déjà le ménage. C'est un constat signé Herman Rodrigue Amega. Avec ses dernières forces, Alexandre tente de récupérer ce qu'il reste de ce qui est, il y a encore quelques heures, son abri. Lui-même rapporte qu'il s'y attendait, car à maintes reprises prévenu. Mais le temps joue contre lui. Vu de haut, la berge lagunaire présente l'image d'un champ de ruines, avec des gravats à perte de vue. Ici, un cordon de sécurité ceinture l'espace, à l'image d'une scène de crime. Sous son regard peiné et ses bras impuissants, Bernard se voit démolir son immeuble, mais reconnaît la justesse de la cause. Je suis très heureux parce que je sais qu'après tout ce travail, le pays sera bien développé. Ça va nous donner aussi à nous-mêmes de nous développer encore plus. À mesure que le tracteur enfonce ses dents dans le mur, la jouissance est totale pour nombre de jeunes venus spontanément contribuer à l'opération. Le seul espoir, voir une berge transfigurée. Et moi j'ai grandi ici. Vraiment ici était un peu sale. Vous voyez, donc déjà depuis que le préfet est venu là, je vois qu'il y a des lieux qui sont devenus un peu propres. À propos de ce que le préfet nous a dit, il nous a dit que si jamais il casse ici là, d'ici quelques temps là, que le lieu va devenir propre.
Et peu de temps maintenant, on va commencer par venir ici les soirs pour prendre du lait. Là, ceux qui sont à l'extérieur là, comme les Bruns là, eux aussi ils vont assister. Ils vont commencer par visiter le pays. Et c'est déjà bien pour nous. C'est une équipe de la préfecture qui supervise l'opération. Elle donne des directives et s'assure que le dernier hangar maladroitement érigé est démoli. La préfecture de Cotonou a pour rôle principal de dégager les occupants illégaux qui sont le long de la berge. Donc nous avons 6 semaines pour essayer de dégager tous ceux qui sont au niveau de la berge. Des cendres de ces déchets vont naître des infrastructures durables. Le gouvernement a un plan d'aménagement. Pour l'instant, tout tourne comme une horloge à la perfection. Une berge lagunaire dégagée, laissant rien que des déchets, à l'image de ces gravats qui se consument encore. Un passage obligatoire pour l'assainissement et l'aménagement d'un espace dont la situation géographique permet une valorisation à bon escient. Et parlant toujours de l'assainissement des berges lagunaires, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a tenu à préciser le but visé par l'exécutif à travers cette opération. On écoute Alain Roula. Cette opération de libération de la berge lagunaire est une opération impopulaire mais nécessaire. Le président de la République, qui a toujours été ferme dans ce qu'il faut faire pour que le pays avance, et l'a rappelé à l'occasion de ses vœux aux chefs d'institution, a bien dit que les responsables politiques, y compris lui le premier, doivent prendre leurs responsabilités, que ça fasse mal ou pas, afin que le pays avance. Et dans un précédent compte rendu en votre présence, nous avons rappelé que la société de gestion des déchets ménagers solides, donc du lac Nokwe, allait démarrer ses activités et que le préalable à ces activités, c'est de débarrasser le pays des 1000 points noirs, c'est-à-dire des tas d'ordures sauvages, de ces immondices qui encombrent l'environnement. Mais la libération de ces berges lagunaires participe de cette opération puisque squattent sur le terrain non seulement des gens qui n'y ont pas droit, mais des constructions qui dénaturent l'environnement et surtout ces points noirs, ces tas d'ordures, ces tas d'immondices qui polluent l'environnement, polluent l'atmosphère et polluent même la vue. Dans d'autres pays, aux abords des lacs, vous avez des endroits reposants, des endroits propres qui ne peuvent donc tolérer que nous ayons ces déchets. Alors, même si ça ne va pas être facile, cela se fera pour l'assainissement du cadre de vie. Et fort heureusement, les échos qui nous parviennent indiquent que nos compatriotes comprennent très bien la nécessité de cet assainissement, puisque c'est pour le bien-être de tous, acceptent l'opération et sont manifestement prêts à l'accompagner. C'est vous dire que cette opération a lieu, se poursuivra, ira jusqu'à son terme, afin que nous parvenions à une opération de plus grande envergure, à savoir l'assainissement complet de ce lac et de ses abords. Les membres des coopératives d'aménagement rural tiennent aujourd'hui une double assemblée générale. Et en prélude à ces assises porteuses d'espoir pour la relance de la filière palmier à huile, le préfet de l'Atlantique a échangé avec les acteurs de ce secteur. Le point avec Jean-Claude James. Une assemblée générale extraordinaire et une ordinaire. Deux rencontres qui se déroulent respectivement les 16 et 17 janvier. Des rendez-vous importants pour ces acteurs de la filière palmier à huile, longtemps secoués par une crise. Il ne saurait en être autrement, sachant que ces jours portent assurément la marque d'une autre étape, pour le moins décisive, dans la résorption de cette longue crise qui, depuis bien des lustres, s'est emparée de nos coopératives d'aménagement rural et de leur union régionale, avec son lot de confusion, de gabegies et d'événements dramatiques. À quelques heures de ces AG, le préfet a jugé utile cette séance d'échange qui a réuni toutes les parties prenantes.
coopérateurs, maires des communes de Ouida et de Zé et les acteurs de la justice pour des mises au point. La plus lourde part en revient aux acteurs directs de la filière. J'en appelle donc à votre sens de l'ordre, de la discipline. Bref, à la sagesse des uns et des autres afin que tout se déroule comme il se doit, dans le sens de la préservation de l'intérêt général. De toute façon, pour notre part, toutes les dispositions qui s'imposent sont déjà prises à cet effet. Pour parvenir à ces assemblées générales, il a fallu l'implication personnelle du chef de l'État dans la résolution d'une crise vieille de plusieurs années. Aussi, est-ce plein d'allégresse que je voudrais, au nom des populations en général, des acteurs de la filière en particulier, naturellement en mon nom propre, réitérer humblement, vivement et singulièrement notre profonde gratitude au chef de l'État pour sa contribution sine qua non, en l'occurrence sans toutefois oublier l'ensemble du gouvernement de la rupture et du nouveau départ, mais en particulier les ministres ayant respectivement en charge l'agriculture, la justice, la sécurité et la décentralisation, pour leur déterminante prise de part en la matière. Et je voudrais remercier les présidents Akpaonka, les présidents Ouessou et les présidents Finkon pour leur implication, leur investissement pour que nous en soyons là aujourd'hui. Les participants à cette séance se sont séparés après un engagement ferme, celui de jouer leur partition afin que les objectifs des assemblées soient atteints. Mise en place d'un nouveau bureau de 7 membres présidé par Timothée Adanlin. C'est l'acte final de l'Assemblée générale de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. L'organisation était en Assemblée générale à Porto Novo. Le point avec Guillaume Avillé. L'ASNAP, l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin en Assemblée générale au siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Une Assemblée générale qui se tient un dimanche afin de permettre aux membres de l'association de répondre massivement à l'appel du bureau exécutif de l'ASNAP, présidé par Feu Rafiatou Karimou, dont le mandat est arrivé à terme depuis des mois et qui va organiser l'élection des membres d'un nouveau bureau. Une occasion pour le bureau sortant de rendre compte de sa gestion, une gestion caractérisée par de nombreuses démarches en direction du Parlement en vue de l'élaboration et de l'adoption d'une loi portant statut des anciens parlementaires du Bénin. Au terme des travaux, un nouveau bureau présidé par Timothée Adanlin a vu le jour. Il a un vice-président en la personne de l'ex-général de l'armée de l'air, Seydou Mamansika, un secrétaire général, Touré Ami, son adjointe étant Béatrice Lacoussan. Le nouveau trésorier général de l'ASNAP, le docteur Victorien Dossou-Soyon, a pour adjoint Jean Avosset. Et enfin, Pauline Akwesson, qui devient la nouvelle chargée de l'organisation et de l'information du bureau exécutif de l'ASNAP. Au total, un bureau de 7 membres pour poursuivre le combat pour un statut pour l'ancien parlementaire au Bénin, enclenché par le bureau précédent de l'organisation. Symposium sur l'éducation à la santé sexuelle à l'heure du numérique. Experts et chercheurs et ainsi qu'universitaires ont essentiellement échangé sur l'apport du numérique dans la promotion de l'éducation à la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Voici le reportage. Selon la dernière enquête EDS 2017-2018, une adolescente de 15 à 19 ans sur 5 est déjà enceinte ou déjà mère, surtout ici au Bénin. Une situation préoccupante pour le gouvernement et ses partenaires dans l'éducation sexuelle. Une préoccupation qui fait l'objet de la tenue du symposium sur la thématique « Éduquer à la santé sexuelle à l'heure du numérique au Bénin, état des lieux, défis et perspectives ». Les organisateurs de la présente rencontre et vous tous, acteurs, font déjà œuvre utile en conviant ici un parterre impressionnant de spécialistes pour débattre du thème proposé. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de répondre efficacement à toutes les inquiétudes des jeunes par des informations objectives, sans jugement ni stéréotypes.
Avec l'appui des divers partenaires, l'engagement du gouvernement dans le déploiement du programme d'éducation sexuelle porte ses fruits. Les grossesses en milieu scolaire sont passées de près de 3000 en cours de l'année 2016, de la période 2016-2017, à moins 980 sur l'année scolaire 2018-2019. Le combat ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Dans cette perspective, le numérique peut contribuer à l'accélération de l'atteinte des résultats souhaités. Ce symposium donc offre une occasion particulièrement intéressante de débattre de cette révolution numérique sans précédent dans l'histoire de l'humanité et notamment de son impact sur l'éducation en général et sur l'éducation à la santé sexuelle des jeunes en particulier. Il permettra plus spécifiquement d'explorer les pesanteurs de l'utilisation des TIC dans le contexte de l'éducation à la santé sexuelle des jeunes. Les conclusions et les recommandations issues de ce symposium vont permettre de mener davantage d'actions en vue de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'éducation, au bien-être et à la santé à l'horizon 2030. Une cérémonie a été organisée au Conseil économique et social ce mercredi. Au menu de la rencontre, présentation des vœux, bilan des actions menées en 2019 et perspectives pour la nouvelle année. Hospice Antonou et Ernest Tétégou pour le compte rendu. Le Conseil économique et social sacrifie à la tradition, celle de la présentation des vœux au début de la nouvelle année. Occasion pour le secrétaire général de l'institution de rappeler quelques grandes actions menées au titre de l'année 2019. Elle a permis non seulement la réalisation de l'essentiel des activités programmées, mais également d'autres actions de gestion administrative, de développement des ressources humaines ont été aussi minutieusement réalisées par vos soins. Le président du Conseil économique et social, pour sa part, a formulé en retour ses vœux les meilleurs à tout son personnel. Je voudrais vous exprimer également pour les bons vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à l'endroit de ma famille pour l'année 2020. Je vous formule en retour mes vœux de bonne et heureuse année 2020. 2019 a été également pour le CES l'année du renouvellement de ses membres avec l'installation de la 6e mandature. Une mandature qui devra relever plusieurs défis en 2020. En premier lieu, nous avons le défi de la relecture des textes qui régissent l'institution pour les adapter aux mutations sociopolitiques actuelles de notre pays dans le sens d'une plus grande efficacité de notre institution. Ensuite, nous avons le défi d'amener le Conseil économique et social à être saisi beaucoup plus fréquemment par le gouvernement et l'Assemblée nationale sur les projets et propositions de loi à caractère économique et social avant leur introduction au Parlement. La Constitution du Bénin dispose en son article 139 que le CES peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Décédé le 21 décembre 2019, Justin Honjo, ancien opérateur de prise de vue à l'ORTBA, a été conduit dans sa dernière demeure. Nombre de ses collègues et amis étaient aux côtés de la famille. Axel Dancy, Amitié Sagbidi pour le compte rendu de la cérémonie d'inhumation. Justin Honjo reçoit les derniers hommages de ses amis et proches. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Nous sommes ici à l'église catholique Saint-Jean de Cotonou, où la dépouille de celui qui était surnommé Tenjo est accueillie pour les dernières libations religieuses. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sur les visages, la tristesse se lit. Le cœur effondré de sa famille professionnelle et maternelle transparaît dans les attitudes. Un père pour certains, un frère, un ami, un collègue pour d'autres. Il aura marqué bien de gens. Justin, c'est la joie de vivre. Justin, c'est le courage, l'endurance. Le monsieur que j'ai connu, il a été mon alter ego. Aujourd'hui, il ne l'est plus.
il s'en est allé. Mais s'il avait une volonté, il resterait encore en vie. Justin Hundior, nous avons démarré la télévision ensemble en 1978. Et tel que j'ai l'habitude de dire, Justin n'a pas grandi. Il est mort tel que nous l'avons connu en 1978. C'est-à-dire qu'il est resté un jeune qui mettait de l'ambiance. Jusqu'à sa mort, Justin a toujours gardé la même position, le même comportement. Partout où il va, il cherche toujours à maîtriser rapidement et il devient l'ami de tout le monde. Et Monsieur Justin, c'est un doyen, c'est un homme qui aime le travail. C'est ce que je retiens de lui. Il est endurant et il aime le travail. Il peut vous amener à faire d'efforts, à donner le meilleur de vous-même. Nous avons perdu quelqu'un de valeur et il ne faut pas qu'on en fasse un drame. Souhaitons seulement que le bon Dieu nous donne d'autres Justins à venir ou peut-être déjà présents pour que le travail continue dans la convivialité. 64 ans d'une vie trop courte. Justin Hundior, opérateur de prise de vue aux premières heures de la télévision nationale, repose désormais au cimetière d'Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour finir, nous nous intéresserons à la transe dans la pratique vaudou. L'adepte qui danse en imitant des animaux ou qui tue une bête à l'aide d'aidants au cours des manifestations, est-ce là de la possession ou de la communication? Des explications à ces diverses pratiques dans le culte vaudou à travers ce reportage signé Ghislain Pouguet. L'une des manifestations les plus visibles des religions et leurs pratiques est la transe. Les chercheurs, spécialistes et pratiquants désigne le phénomène comme un état de conscience modifié dans lequel entre l'adepte ou le médium pour pouvoir communiquer avec l'invisible. Depuis la nuit des temps, la transe a été utilisée par les astrologues, par les alchimistes, les grands spirituels. C'est de la science parce que c'est objectif, c'est contrôlé. N'importe qui n'entre pas en transe. Et donc la transe est utilisée pour aller chercher des informations dans l'invisible. Donc ça veut dire que le mot invisible est un faux mot. Parce que invisible, il y a deux mots, anglais et français. Visible et in. Ça veut dire ce qu'on peut voir à l'intérieur. L'intérieur, dans la plupart des obédiences, c'est l'âme, c'est l'esprit, l'œil spirituel, l'écran mental. C'est donc une technique pour rechercher dans l'invisible la cause des problèmes existentiels. La transe est une technique de recherche de l'information. C'est une technique d'utilisation de la santé pour entrer en contact avec les noumens saints. Et à ce niveau, il y a deux éléments. Premièrement, tout ce qu'on dit être invisible devient visible à partir des gestes et du comportement de celui qui entre en transe. Deuxièmement, à partir de ces informations, on peut maintenant découvrir ce qui perturbe, ce qui fait les crises, ce qui perturbe l'atmosphère et troisièmement maintenant trouver des solutions. Dans le vaudou, c'est quelque peu différent. Ici, la transe ne dépend pas de la volonté de l'adepte ou du pratiquant. Quand vous prenez une initiée de Sakwata, qui est consacrée à la divinité Sakwata, c'est que momentanément, à des moments donnés, lors des grandes cérémonies, lors des grandes rencontres, Sakwata prend momentanément possession de son corps, donc possède l'individu. Donc possède l'initié. Là, ce n'est plus l'individu qui est là, mais c'est plutôt la divinité qui est là. C'est pour ça que quand ils sont possédés, on les appelle des vaudous, alors que c'est des êtres humains, justement. Donc, en ce moment-là, ils incarnent la vie et la vitalité de Sakwata. C'est l'esprit qui décide de se manifester à travers l'initié, qui véhicule la manifestation pranique de la divinité. Quand une initiée est possédée par Sakwata, par exemple, et pour danser, il danse en faisant un cercle pour exprimer la rotondité de la terre. Et si c'est l'entité dans, par exemple, que le possédé, donc l'entité commence par danser, ça exprime la manière que le reptile utilise pour ramper.
Donc, et c'est la même chose comme pour Khebioso aussi, dont la représentation matérielle se manifeste par la fougue, par la vitalité, par la force. Donc, pour exprimer la présence de Khebioso. Ce sont des possessions momentanées que la divinité utilise pour se manifester à travers les humains parce qu'il a envie de se manifester. Un phénomène souvent spectaculaire, quelquefois terrifiant, lors des grandes manifestations publiques vaudou. Ainsi se referme ce trésor que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.